On peut tout quitter sauf ses obsessions. Sorcière, étudiant en magie. Bonsoir. Après avoir mis en lumière le vrai visage de Drago Malfoy durant sa 3e année à Poudlard, avançons dans le temps et penchons-nous sur sa personne en 6e année, et plus précisément sur ses faits et gestes qui obnubilaient son pire ennemi. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter, pensez à vous abonner et lancez votre plus bel expecto patro-like. C'est parti pour comprendre pourquoi Harry développe une véritable obsession pour Drago Malfoy dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Bon. Il faut bien garder en tête que si Harry fait une véritable fixette sur Drago en 6e année, ce n'est absolument pas, comme certains pouvaient le croire, dû au fruit de son imagination ou d'une quelconque paranoïa à son égard. C'est bien plus compliqué que ça. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire en détail parce que c'est très long et que c'est une des intrigues principales. Par contre, je vais vous citer les points qui, selon moi, sont les plus importants et qui alimentent cette obsession. Si vous souhaitez un épisode ultra complet sur le sujet, écrivez-moi en commentaire un mange-mort à Poudlard. Allez, trêve de bavardage, passons à notre premier point. L'élément déclencheur. Oui, parce qu'il y a un événement en particulier qui tourmente Harry et le mène à poursuivre le jeune Malfoy. C'est la petite escapade en solo de Drago sur le chemin de traverse. Malheureusement pour Drago, Harry ne le connaît que trop bien et le voir déambuler sur le chemin de traverse sans sa mère lui indique que clairement quelque chose ne va pas. Et autant vous dire qu'il en sait quelque chose, puisqu'il a eu une petite mésaventure avec ces derniers dans une des boutiques de prêt-à-porter pour sorciers peu de temps avant. De fait, cela conduit Harry non seulement à le traquer sous sa cape d'invisibilité en compagnie de Ron et Hermione jusque dans l'allée des embrumes, mais également d'espionner sa conversation avec Monsieur Barjo pour savoir ce qu'il trame. Bon, évidemment, il ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants de cet entretien. Il ne sait absolument pas ce que Drago doit réparer, ni ce que Monsieur Barjo doit lui mettre de côté dans sa boutique. Et ça le perturbe beaucoup. Sans parler du fait que Drago sort de chez Barjo et Burke avec un air des plus satisfaits, ce qui met tous les sens de Harry en alerte. Car, comme il le dit si bien, quelque chose qui rend Malfoy aussi heureux ne présage rien de bon. Et ça, Harry, ça le fait clairement cogiter pendant un long laps de temps. Mais que fabrique Drago ? Harry n'a que cette question à la bouche et ne peut s'empêcher de ressasser son passage chez Barjo et Burke pendant une bonne partie de la dernière semaine de vacances pour trouver des réponses. Comprenez que Harry et Drago se détestent réciproquement depuis leur première année d'études communes à Poudlard. Si les hostilités, les coups bas et les conflits ont été très nombreux durant les années qui ont suivi, cette nouvelle tournure des événements l'obsède complètement. Il veut contrecarrer les plans de Drago. Et évidemment, vous pensez bien, à force de remettre inlassablement le sujet sur le tapis, eh bien ça fatigue Hermione et Ron, qui en ont clairement marre d'entendre Harry l'évoquer. Pour eux, les pistes sont bien trop vastes que pour s'y pencher sérieusement, et le manque de preuves évidentes est sans conteste un frein sérieux à leur investigation. Mais pour Harry, ce n'est que le début d'une traque qui continuera tout au long de l'année scolaire. Gardez en tête que même si ce petit différend au sein du trio n'a l'air de rien comme ça, il aura des répercussions assez pesantes pour la suite. Mais on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, sachez qu'au départ, très probablement à cause de son altercation l'année précédente avec le Serpentard, il pense qu'il s'agit d'une vengeance de la part de Drago pour avoir mis son père sous les verrous. Mais finit par en déduire quelque chose de bien plus terrifiant. Drago est un mange-mort. Pour Harry, c'est clair, il remplace son père et porte de fait la marque des ténèbres sur son bras gauche. Ce qui explique non seulement pourquoi Drago n'a pas voulu qu'on lui remonte sa manche dans la boutique de prêt-à-porter, et surtout comment Drago a fait pression à Monsieur Barjo. Il en est convaincu. Drago est au service de Voldemort. Malheureusement pour Harry, Hermione et Ron n'ont absolument pas le même point de vue que lui. Pour eux, il ne s'agit là que d'une conspiration. Ils ne voient pas comment un jeune homme de 16 ans pourrait rejoindre les rangs de Voldemort. Même si ce dernier est la progéniture d'un mange-mort, ça n'a pas de sens à leurs yeux. Après tout, à quoi pourrait bien lui servir un élève ? Si les opinions divergent et frustrent quelque peu Harry, il n'en démord pas. Ce qui est finalement assez justifié, car au-delà de sa méfiance naturelle aux égards du Serpentard, il y a un nouvel élément en jeu, la prophétie
qui lie Harry à Lord Voldemort. Harry anticipe de fait tout danger qui pourrait émerger et le mettre à mal. Il est bien conscient que Lord Voldemort peut lui envoyer à tout moment des mange-morts pour le capturer, le tuer ou s'en prendre à celles et ceux qui le protègent. Comprenez qu'il est encore sous le choc du décès prématuré de Sirius et que le constat est clair. Si les mange-morts peuvent supprimer des membres de l'ordre, ils peuvent également s'en prendre à n'importe qui pour l'affecter. De fait, Harry se sent totalement responsable de la sécurité de ses amis et de son entourage. Et une fois à Poudlard, des habitants du château. Il est complètement sur ses gardes, et savoir que Drago Malfoy est peut-être un des pions de Lord Voldemort est selon lui un danger à ne pas prendre à la légère. C'est pourquoi ses soupçons concernant les drôles d'agissements de Drago nourrissent et amplifient son obsession pour ce dernier. Il veut absolument prouver que Drago prépare quelque chose de terrible et qu'il est impliqué dans de sombres activités. Maintenant, reste à savoir quoi. C'est là que commence la surveillance de Drago. Et autant vous dire que la moindre évocation de son prénom met Harry dans tous ses états. Et cela commence bien avant son arrivée à Poudlard. Pour Harry, tout chez Drago sent le guet-apens. Rien que le fait qu'il reste dans son compartiment avec ses camarades de maison au lieu d'aller enquiquiner son monde est suspect aux yeux de Harry. C'est clairement un signal d'alarme. C'est un comportement complètement anormal de la part de Malfoy. Il est le premier à abuser de son autorité de préfet et là, il n'en fait rien. Ce qui est selon Harry un signe évident que Drago a des préoccupations bien plus importantes que celles de brimer les élèves de Poudlard. Son désir de savoir ce que trame Drago le mène à se mettre dans des situations délicates, comme celle d'entrer clandestinement dans le compartiment des Serpentards. Harry est prêt à prendre de nombreux risques pour découvrir ce que dissimule Drago. Seul problème, c'est que Drago est également sur ses gardes, puisqu'il est officiellement en mission, et ne loue pas le fait qu'on l'espionne, ce qu'il fait méchamment payer à Harry. Est-ce que cela a refroidi les ardeurs de Harry dans sa quête de vérité ? Absolument pas. Bien au contraire, après ce qu'il a entendu dans le compartiment de Drago, il est hors de question d'abandonner. Maintenant, il est persuadé que Drago Malfoy est en mission pour Lord Voldemort. Reste à trouver la nature de cette mission avant de pouvoir le dénoncer. Et croyez-moi, il ne lâche pas Drago. Il l'analyse sous toutes les coutures, et ce, absolument partout. Dans la grande salle, dans les couloirs, au cours de potions en compagnie de Théodore Nott, bref, dès que Drago se trouve à proximité de Harry, eh bien, il a toute son attention. Et si Drago ne va rien faire de sensationnel à Poudlard qui puisse alimenter la fixation de Harry pour sa personne, c'est le collier d'opale qui accélérera le processus. Eh bien oui, si Drago continue son activité en secret bien loin des yeux inquisiteurs de Harry, son plan ne se passe pas exactement comme prévu. Et l'incident du collier d'opale le met dans l'embarras. Une énorme source de stress pour lui et un élément supplémentaire pour accabler Malfoy pour Harry. Tout simplement parce que Harry se souvient très bien d'avoir vu exposer ce collier chez Barjo et Burke 4 ans auparavant, alors qu'il était dans la boutique par accident. Et il se souvient également d'avoir vu Drago Malfoy l'observer alors qu'il se planquait de ce dernier et de son paternel. Et forcément, ce nouvel élément vient compléter une partie de l'histoire de chez Barjo et Burke. C'est d'une évidence folle à ses yeux, mais pas aux yeux de ses amis, qui démystifient chacun de ses arguments pendant qu'il tente de dénoncer les agissements de Drago à sa directrice de maison. Et autant vous dire qu'il n'est pas au bout de son agacement, car si ses amis discréditent ses propos auprès de McGonagall, cette dernière apporte un alibi à Malfoy et ne peut de fait en aucun cas prendre ses accusations au sérieux. Tout simplement parce qu'elle sait que Malfoy n'était pas à Préolard lors de l'incident. Il était en retenue avec elle pour avoir omis à 2 reprises de faire ses devoirs en métamorphose. Si pour Harry cela n'a rien d'un alibi convaincant pour disculper Drago, pour ses amis, eh bien c'est clairement un signe évident d'acharnement sur le Serpentard de la part de Harry et cela frise la paranoïa. Et justement, parlons du comportement de Harry. Les agissements et les dires de Harry à l'encontre de Drago passent complètement pour du complotisme aux yeux de ses amis, et le voir poursuivre Drago dans les couloirs avec ou sans cape d'invisibilité, écouter ses conversations et l'accuser à tort et à travers sans preuve concrète, inquiète énormément Hermione et Ron. Et le gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'il tente de le raisonner, Harry se braque, ce qui à force creuse un véritable fossé entre eux. Et ça, c'est
très compliqué à encaisser pour Harry. Ses amis les plus fidèles, ceux qui ont toujours été là pour lui et d'un soutien sans faille, doutent de ses agissements et minimisent ses inquiétudes vis-à-vis de Drago. Sans parler qu'ils ne sont pas les seuls à douter de sa parole, car il en va de même pour ses figures d'autorité. Que cela soit McGonagall ou même Dumbledore, bien qu'à l'écoute, ne semblent pas du tout partager la même inquiétude pour les agissements de Drago. Ce qui pousse Harry encore plus dans ses retranchements pour prouver ô combien il a raison. Il voit bien que Drago est suspect. D'abord ses manigances chez Barjo et Burke qui s'ensuivent d'une conversation sur Lord Voldemort dans son compartiment de Poudlard Express, puis cette histoire de collier ensorcelé, son absence durant les matchs de Quidditch, son visage complètement fatigué et malade à la soirée de Noël de Slughorn, sa petite discussion entre quatre murs avec Rogue concernant une mystérieuse mission, sans parler de sa dispute avec Crabbe lors des explications pour le permis de transplanage. Et c'est ce dernier élément qui va faire déborder le vase et pousser Harry à passer à la vitesse supérieure. Alors là, Harry craque, car il comprend quelque chose de super important en écoutant attentivement la discussion houleuse des deux Serpentards. Malfoy se sert de Crabbe et Goyle comme guetteur. S'il veut savoir pourquoi, il doit d'abord découvrir où. Et pour cela, rien de mieux que d'utiliser sa carte pour traquer Drago. Voici ce qu'il dit à Ron. « Aide-moi à trouver Malfoy, dit Harry d'un ton pressant. Il étala la carte sur son lit et tous deux se mirent à chercher. Là, dit Ron au bout d'une minute. Il est dans la salle commune de Serpentard, regarde. Il y a aussi Parkinson, Zabini, Crabbe et Goyle. Harry contempla la carte d'un air déçu, mais reprit très vite contenance. À partir de maintenant, je vais la voir à l'œil, annonça-t-il d'un ton décidé. Et dès que je le verrai se cacher quelque part pendant que Crabbe et Goyle font le guet, je mettrai ma bonne vieille cape d'invisibilité et j'irai regarder ce qu'il... Il fut interrompu par l'arrivée de Neville qui apporta avec lui une forte odeur de tissu brûlé et commença à fouiller dans sa valise pour y chercher un nouveau caleçon. Comprenez que quand il dit qu'il allait la voir à l'œil, c'est tous les jours sans exception. Et ce pendant plusieurs semaines. Il le guette sur sa carte entre deux cours, aux toilettes, bref, dès qu'il a un moment où il peut se retrouver seul, il sort sa carte pour voir ce que fait Drago. Et ce, même le soir. Il en est au point où il vérifie si Drago est bien dans son lit la nuit. Si au départ il ne voit rien de probant, il se rend vite compte que Drago disparaît mystérieusement de la carte. Ce qui le rend complètement fou. Il n'a qu'une seule envie, celle de suivre Drago toute la journée sous sa cape d'invisibilité pour savoir exactement où il disparaît. Bien évidemment, ce n'était absolument pas faisable, mais on en est là. Il est prêt à rater un match de Quidditch pour le suivre, ce qui le motive à aller encore plus loin dans son investigation. L'obsession est à son paroxysme. Il en arrive à demander l'aide de Créature et Dobby. Et voici ce qu'il leur demande. En y réfléchissant, ce serait très bien de vous avoir tous les deux, dit Harry. D'accord, je veux que vous suiviez Drago Malfoy. Je veux savoir où il va, qui il rencontre et ce qu'il fabrique. Je veux que vous le suiviez 24 heures sur 24. Dites-vous que Dobby n'a pas dormi durant une semaine pour faire ce rapport à Harry. Et je ne sais pas vous, mais personnellement ça me met très mal à l'aise de savoir que Dobby ait pu observer Drago en train de dormir ou sous la douche. Mais c'est comme ça qu'il a découvert où disparaissait Drago. Évidemment, pour Harry, c'est une révélation. Et il faut absolument qu'il entre dans la salle sur demande. Il formule 1 milliard de requêtes à la salle pour qu'elle ouvre ses portes dans l'endroit exact où se trouve Drago, mais sans succès. Cependant, s'il ne peut suivre Drago dans la salle sur demande, cela ne l'empêche en rien de le suivre dans les couloirs du château. Et ce, malgré ses nombreuses préoccupations. Parce qu'on l'oublie peut-être, mais Harry a plusieurs missions à remplir pour Dumbledore, en plus de ses obligations d'élève. C'est pour vous dire à quel point Drago occupe une place prédominante dans son esprit. Et inévitablement, à force de le poursuivre sans relâche, il finit par le confronter et le blesser mortellement. En conclusion, Harry avait bien raison de se méfier de Drago. Il avait compris dès le départ qu'il y avait quelque chose de terrible qui se préparait. Il est juste dommage que son animosité envers le Serpentard et son manque évident de tact pour convaincre son entourage l'ait fait passer pour un paranoïaque et l'a isolé des personnes en qui il avait le plus confiance durant cette 6e année. Cependant, son acharnement lui a permis non seulement de contrecarrer l'infiltration des Mange-Morts à Poudlard, mais aussi de forger son caractère et sa personne pour les événements à venir.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis sorciers, à le commenter et à lancer votre plus bel expecto patro-like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.